Des électeurs ordinaires par Félicien Faury. On s'y habituerait presque. En France, en 2022, le Rassemblement national, RN, ancien Front national, parvient pour la troisième fois au second tour de l'élection présidentielle de la Ve République. L'accès de l'extrême droite à la place symbolique de deuxième force politique du pays, qualifiée de séisme lors du 21 avril 2002, n'émeut plus personne 20 ans plus tard. Depuis sa première percée lors des élections européennes de 1984, ce parti est passé progressivement du statut de formation politique mineure à celui d'acteur central du jeu électoral. Le lepénisme, si l'on s'accorde pour appeler ainsi ce mouvement politique irrémédiablement rattaché à Jean-Marie Le Pen puis à sa fille Marine, s'est imposé comme une force incontournable dans le paysage politique français contemporain. Depuis plusieurs décennies, les élus RN s'installent dans les municipalités, dans les conseils départementaux et régionaux, jusqu'à l'Assemblée nationale avec l'élection de 89 députés en 2022, nombre jusque-là jamais atteint pour le parti. Dans l'espace public comme politique, l'extrême droite se normalise, atteignant à chaque sondage des niveaux qui auraient été impensables au début du XXIe siècle. L'arrivée du RN à la tête de l'État, même s'il ne s'agit pas encore de l'éventualité la plus probable en l'état actuel des forces politiques et institutionnelles, apparaît désormais comme de l'ordre du possible, si ce n'est du désirable pour une part croissante du corps électoral. Comment en est-on arrivé là ? Afin de comprendre les succès électoraux du RN, sans doute faut-il commencer par saisir ce qui motive ceux qui, au bout du compte, déposent concrètement un bulletin dans l'urne les jours d'élection. Dans l'analyse de l'ascension du parti de Marine Le Pen, l'étude des stratégies partisanes, des évolutions du champ politique, des transformations de l'espace public et médiatique, certes nécessaires, ne suffit pas. En définitive, l'idéologie d'extrême droite n'acquiert sa puissance politique qu'à la condition de s'arrimer à des forces proprement sociales, de se fondre dans les vécus sociaux des individus pour mieux les orienter à son avantage. Il faut dès lors accepter, par l'enquête sociologique, de descendre au niveau des expériences des électeurs, des contextes dans lesquels ils vivent, afin d'identifier les logiques au fondement du pouvoir d'attraction que peut exercer sur eux un parti comme le RN. Dans cet ouvrage, je propose ainsi de porter le regard sur les individus ordinaires qui composent ce que les politistes nomment la base électorale du RN, anonyme, qu'on ne connaît la plupart du temps qu'à travers des pourcentages. De l'automne 2016 à l'été 2022, d'une élection présidentielle à l'autre, je suis allé à la rencontre d'électeurs qui ont déjà voté, de façon régulière ou intermittente, pour le RN. En sociologue, j'ai prêté attention à leur colère, leurs enthousiasmes, leurs craintes et leurs amertumes. J'ai cherché à éclaircir les façons dont ils se représentent le monde social qui les entoure, comment celui-ci fonctionne et devrait, à leurs yeux, fonctionner, et les morales partagées qui en découlent. En m'intéressant à leur quotidien, j'ai tenté de rendre compte de ce qui, dans leur vie ordinaire, leur faisait prêter une oreille favorable au discours politique du RN. Ce livre explore les conditions sociales du vote RN, en considérant les phénomènes politiques comme des phénomènes toujours aussi sociaux, produits et entretenus par des configurations spécifiques dont les citoyens électeurs sont à la fois les acteurs et les témoins. L'extrême droite par le bas, une enquête de terrain dans le sud-est de la France. Ma recherche s'est déroulée dans ces territoires où le vote RN, parfois dit honteux, ne l'est plus vraiment. Le sud-est de la France, et plus précisément la région Sud-PACA, où j'ai mené mon enquête, constitue le berceau historique de l'extrême droite française durant la seconde moitié du XXe siècle. Territoire de soutien à Jean-Louis Tixier-Vinancourt, défenseur de l'Algérie française et porte-parole de l'extrême droite dans les années 60, la région s'impose comme un bastion majeur du lepénisme à partir du milieu des années 80. C'est également dans cette région que le FN conquiert ses premières municipalités au cours des années 90, avec l'accession au pouvoir dans les villes de Toulon, Marignane et Orange, puis Vitrolles. En 2014, plus de la moitié des nouvelles mairies remportées par le parti se situent dans le sud-est.
reconduite pour la plupart, sous les couleurs du RN en 2020. Au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, comme de 2022, Marine Le Pen est la candidate qui arrive en tête en Sud-PACA. Avec 21 députés RN élus lors des législatives de 2022, la région apparaît comme la principale zone de force du mouvement lepéniste, faisant ainsi la démonstration de son implantation locale. Quel que soit le type de scrutin considéré, le RN est passé, au cours de la dernière décennie, du statut d'adversaire menaçant et sans trophée à celui de parti dominant dans ce territoire. L'offre politique lepéniste y fait désormais, pour ainsi dire, partie du paysage et confirme, élection après élection, sa normalisation. La présente enquête entend explorer par le bas les logiques d'une telle normalisation en cherchant à comprendre comment, du point de vue des électeurs, cette orientation électorale a progressivement acquis une telle légitimité. Au sein de quels contextes locaux, au nom de quelles conditions spécifiques, ce parti en vient-il à devenir une option électorale acceptée, voire souhaitée, au sein de cet électorat? Les électeurs RN, dits du Sud, c'est-à-dire situés principalement dans le quart sud-est de la France, sont souvent opposés à leurs homologues dits du Nord, nord-est de la France. Cette opposition doit être maniée avec précaution, car elle peut avoir pour effet de gommer ce qui lie les différents électorats du RN, et en premier lieu, comme on le verra plus loin, la question du racisme. Il reste que, en termes de caractéristiques sociales, différentes enquêtes électorales ont établi que l'électorat lepéniste sudiste est tendanciellement moins ouvrier et moins frappé par la pauvreté et par la précarité que son homologue du Nord-Est. On trouve ainsi parmi les électeurs du RN du Sud-Est davantage de ménages imposables, propriétaires de leur logement, certes peu diplômés, mais occupant des emplois relativement stables dans des secteurs peu délocalisables ou touchant désormais leur retraite. Enquêter dans le sud de la France permet dès lors de se pencher sur cette fraction de l'électorat lepéniste qui a reçu moins d'attention publique au cours des dernières décennies. Le discours médiatique dominant, de même que beaucoup d'études de sciences sociales, s'est en effet surtout concentré ces derniers temps sur la progression du vote d'extrême droite au sein d'une classe ouvrière frappée par la désindustrialisation et la restructuration constante du marché du travail. Et ce, tout particulièrement dans les régions du nord de la France. Si cette progression est bien réelle et gagne à être étudiée, il faut aussi rappeler que le socle électoral de ce parti ne se résume absolument pas à ses éléments ouvriers. Le RN a toujours aussi recruté auprès d'employés, d'artisans et de commerçants, des professions intermédiaires, de petits retraités. Dès ses premières réussites électorales, et encore aujourd'hui, il a pu compter sur certaines fractions des couches médianes de la société française, et ses scores continuent même de progresser auprès de ces catégories lors des dernières élections. Comme on le verra, si j'ai rencontré dans ma recherche des électeurs présentant une diversité de situations sociales, les personnages principaux de ce livre sont à l'image de cet électorat sudiste composé de classes populaires stabilisées et de petites classes moyennes, avec certains secteurs professionnels surreprésentés, comme l'artisanat, le petit commerce ou encore les métiers relatifs à la protection et à la sécurité. Les territoires dans lesquels j'ai mené mon enquête sont ainsi propices à l'observation de ce segment de l'électorat RN, toujours aussi crucial électoralement pour ce parti, que la focalisation sur les anciens bastions ouvriers du Nord a pu laisser un temps dans l'ombre. Leur étude permet également de ne pas aborder les succès électoraux lepénistes uniquement sous l'angle de la crise économique et de la désindustrialisation, mais aussi en portant l'attention sur d'autres tendances lourdes qui ont marqué l'économie française au cours des dernières décennies. L'essor d'une société de services et en particulier le développement d'une économie touristique et résidentielle, très présente en région Sud-PACA, la montée continue des inégalités, la concentration des richesses et du patrimoine, la fragilisation et la mise en concurrence des services publics. Comme on l'examinera, ces évolutions suscitent des tensions sociales qui ne se nouent
pas uniquement autour de l'emploi et du chômage, mais qui nourrissent tout autant le vote d'extrême droite. Elles font également émerger des expériences sociales spécifiques et des représentations nouvelles qui, sur certains points, qu'il s'agira d'explorer, peuvent présenter des affinités avec l'offre politique du RN. Paroles ordinaires. L'enquête dont ce livre est issu a été conduite dans un territoire circonscrit, anonymisé, j'y reviendrai, de la région Sud-PACA, sur une période allant de l'automne 2016, alors que débutait la campagne pour l'élection présidentielle de 2017, à l'été 2022, où se finissait celle pour les élections législatives de la même année. J'ai résidé sur place, dans un quartier d'une des communes étudiées, pour des séjours allant de plusieurs semaines à plusieurs mois consécutifs, plus de 15 mois en cumulé. Dans ce lieu de recherche, qui a donc aussi été, comme souvent dans les enquêtes de terrain, mon lieu de vie, j'ai fait ce en quoi le métier de sociologue consiste pour une grande part. Aller à la rencontre, écouter, prendre note. Au gré de mes passages dans des associations locales, dans des commerces, lors d'événements collectifs locaux, parfois même à la sortie des bureaux de vote en période d'élection, j'ai fait la connaissance d'une grande diversité d'habitants, entamé des conversations et noué des contacts suivis. Ces multiples interactions et les discours qui ont été échangés forment la trame de fond de mon enquête, me permettant d'accumuler des informations factuelles sur le lieu étudié, mais aussi une somme de paroles ordinaires, de références communes, de perceptions sociales et territoriales partagées. Ces conversations ont également donné lieu à des entretiens plus longs et plus approfondis, parfois répétés dans le temps, avec les personnes qui l'ont accepté. C'est au cours de ces entretiens que certains des habitants ont bien voulu évoquer avec moi leurs opinions politiques et leurs pratiques électorales, parfois favorables au RN. Si j'ai également interrogé des individus de gauche, de droite ou des abstentionnistes, mon analyse se centre ici sur la trentaine d'électeurs m'ayant déclaré avoir déjà voté, de façon fidèle ou plus ponctuelle, aux élections nationales et ou locales pour le RN, ou plus anciennement l'EFN, au cours de la dernière décennie, marquée par la présidence de Marine Le Pen à la tête du parti. Il s'agit d'électeurs que je qualifie d'ordinaires, au sens où aucun n'est ou n'a été militant dans un parti ou un mouvement politique, ni candidat à des élections, ni professionnalisé politiquement de quelque manière que ce soit. Toutes les personnes citées nommément dans le livre, là encore via l'usage de pseudonymes, correspondent ainsi à ces électeurs ordinaires qui, à un moment donné de leur existence, ont déposé un bulletin FN-RN dans l'urne. Si, comme on l'a dit, ces électeurs ne tranchent pas par leurs profils sociaux avec ce que l'on sait de l'électorat RN du sud-est de la France, il reste que la représentativité du groupe enquêté n'a jamais été l'enjeu prioritaire de ma recherche, du fait de la logique même de l'enquête de terrain. Beaucoup d'électeurs ont en effet été rencontrés en suivant le fil de sociabilité préexistante, dépendant en grande partie des recommandations des premières personnes interrogées. Un enquêté me présente par exemple aux autres membres d'une association dont il fait partie. Un autre, sapeur-pompier, m'oriente vers certains de ses collègues pour des entretiens. Une autre, rencontrée à la sortie d'un bureau de vote, me donne le contact d'une de ses amies. D'autres encore me reçoivent en couple, voire en famille, etc. Ce qui pourrait être considéré comme un biais d'échantillonnage du point de vue statistique correspond en réalité précisément à ce que le sociologue de terrain cherche à saisir empiriquement. Outre l'avantage de faciliter la prise de contact, cette méthode de recueil des entretiens permet de s'inscrire dans les groupes sociaux concrets, familiaux, professionnels, amicaux, associatifs, etc., dans lesquels les électeurs sont quotidiennement insérés. La sociologie politique a montré que le vote est l'expression de préférences structurées collectivement et par affinité, et donc tributaire des milieux et contextes sociaux où s'effectue l'acte électoral. Chercher à réintégrer le vote dans les sociabilités réelles des électeurs fait donc perdre en représentativité statistique, mais gagner en réalisme sociologique. Selon une logique similaire, les entretiens se sont déroulés le plus souvent dans des lieux familiers aux enquêtés, comme leur lieu de travail, le local de leur association, leur café favori ou leur domicile. La conversation approfondie, parfois intime, que permet l'entretien face à face, en fait, à mon sens,
une des techniques d'enquête les plus à même d'explorer la densité sociale des attitudes politiques. En prenant le temps d'écouter les individus parler de leur trajectoire, de leur vie quotidienne et de leurs conditions d'existence, des façons dont ils apprécient leur place dans la société, de ce à quoi ils ont renoncé et de ce à quoi ils tiennent, le chercheur se donne les moyens de comprendre réellement comment se construisent les opinions des électeurs, et en l'espèce des électeurs RN. En privilégiant l'approfondissement et la contextualisation, la méthode de l'entretien s'éloigne autant du micro-trottoir, souvent pratiqué par des journalistes auprès de ces électeurs, que des études électorales quantitatives, dont les apports sont précieux mais qui se retrouvent parfois démunis dans l'interprétation des résultats obtenus. Comme le notait le sociologue Howard Baker, les enquêtes cherchant à mesurer les rapports entre des variables mesurables peinent, par construction, à expliquer comment ces connexions produisent les effets que l'on cherche à comprendre. A l'inverse, un entretien faiblement directif, laissant la personne interrogée parler le plus librement possible, avec ses mots, établissant ses propres raisonnements et associations d'idées, donne à entendre comment s'opère l'entrelacement étroit de thèmes généralement dissociés dans les enquêtes statistiques et les processus d'enchaînement qui les lient. C'est dans cette mise au jour des interdépendances réelles entre propriétés que réside la portée résolument explicative d'une démarche sociologique, qu'on pourrait dire clinique, au sens où elle résonne par étude de cas plutôt que par échantillon. L'entretien donne ainsi l'occasion d'observer, presque in situ, la manière dont les individus élaborent leur propre cartographie du monde social, l'investissent affectivement et moralement, marquent leur sensibilité à tel ou tel problème social et en font, parfois, une lecture politique. Il faut ici souligner que, presque paradoxalement, les entretiens qui ont servi de base empirique à l'écriture de cet ouvrage n'ont pas principalement porté sur des questions politiques. Par choix méthodologique, j'ai en effet toujours cherché à partir du social, la situation sociale des individus et la façon dont ils s'y rapportent, pour arriver, à terme, aux politiques, au sens ici restreint de la perception et de l'évaluation des enjeux et acteurs du champ politique institutionnel et des arbitrages électoraux qui en découlent. Les préférences électorales de mes interlocuteurs n'étaient ainsi le plus souvent évoquées qu'au détour d'autres préoccupations sociales ordinaires. C'est de toute façon un fait que les sociologues du politique connaissent bien. Pour la très grande majorité des citoyens, la politique ne suscite guère d'intérêt et n'occupe qu'une place mineure dans ce qui les anime au quotidien. Ce que l'entretien permet avant tout de reconstituer, c'est un ensemble de goûts et de dégoûts sociaux, d'attachements et d'aversions, qui dessinent une certaine manière de penser et de juger. Un sens commun, donc, dont une des possibilités d'expression, parmi d'autres, est le vote d'extrême droite. Davantage que l'acte de vote lui-même, qu'il ne s'agit pas de fétichiser, ce sont ces visions du monde ordinaire qui m'ont intéressé prioritairement et qui se trouvent au cœur de cet ouvrage. Qualifier le racisme. Lorsqu'il travaille auprès d'électeurs d'extrême droite, qu'il doit rendre compte de leurs paroles et des problèmes qui les occupent, le sociologue se retrouve inévitablement confronté à la question du racisme. D'un point de vue empirique, tout d'abord, dans l'analyse des visions du monde des électeurs RN rencontrés durant l'enquête, cet enjeu est assez vite apparu comme incontournable. Dans tous les entretiens menés, ont en effet émergé, de façon plus ou moins régulière et affirmée, des propos à teneur raciste, prenant pour cible principale, sur mon terrain, les individus ou groupes désignés comme arabes, musulmans ou turcs, identifiés comme tels à partir d'une fixation sur certains marqueurs corporels et ou culturels, réels ou imaginés. Ces groupes étaient présentés comme des entités homogènes, réunissant une diversité d'individualités et de situations sociales sous une même origine ou culture essentialisée. Homogènes donc, différentes et séparées, et de ce fait altérisées, rendues autres. Et enfin, assimilées à des comportements suscitant des affects négatifs, la peur, le mépris, l'hostilité, le ressentiment, en opérant implicitement
une hiérarchisation entre les valeurs et les attitudes de ces groupes et celles du reste de la population. C'est par ces 4 opérations complémentaires, fixation, essentialisation, altérisation, hiérarchisation, que se déploie le racisme, qui n'a pas besoin d'être biologique, postulant une hiérarchie naturelle entre des races, pour être opérant. Plus précisément encore, le racisme observé reposait sur des processus de minorisation, assignant par marquage certains êtres au statut de minorité, statut compris essentiellement dans son rapport au groupe instauré comme majoritaire et définissant la norme à laquelle il convient de se conformer et de s'assimiler. C'est bien par ce geste d'assignation que ces individus et groupes sont constitués en minorités racisées et non en raison de propriétés objectivées. Ce point est à souligner. Sur mon terrain, les origines ou les affiliations religieuses des minorités visées sont en réalité avant tout supposées par mes interlocuteurs, depuis un point de vue extérieur. Elles sont déduites, le plus souvent, à partir de caractéristiques physiques ou vestimentaires, et il est possible, en tout cas, nous n'en savons rien, qu'elles ne correspondent pas aux origines ou croyances réelles des personnes ainsi désignées. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré, dans l'écriture, mentionner ces catégories toujours sans majuscules et avec l'usage des guillemets, ou avec d'autres précautions, comme identifiés comme immigrés, perçus comme musulmans et autres, afin de signaler une prudence interprétative quant à l'existence effective de ces origines ou appartenances attribuées. De même, et comme on le verra, le terme de français sert avant tout, dans les discours récoltés, à désigner certaines caractéristiques et attitudes racialisées, le plus souvent dans une logique de distinction par rapport à des minorités, et non une nationalité réelle. Pour cette raison également, le terme sera utilisé sans majuscules et entre guillemets lorsqu'il sera fait référence aux catégories pratiques utilisées par les enquêtés. Que faire de ce matériau discursif ? Comment rendre compte de la fréquence et de l'ampleur de ces catégorisations négatives dans les discours des personnes interrogées ? Face aux propos racistes entendus, parfois particulièrement dégradants et insultants, le premier risque serait d'en montrer plus qu'il n'en faut et de contribuer ainsi à une forme de voyeurisme malsain, redoublant la violence discursive dont on entend rendre compte. J'ai effectué un travail de sélection du matériau en ce sens, en ne gardant que ce qui me semblait nécessaire à l'analyse, ce qui n'exclut pas des récits et propos explicites et virulents qui, il faut en donner l'avertissement ici, peuvent être difficiles à la lecture. Mais gommer entièrement cette violence des mots serait tomber dans l'excès inverse, celui de l'euphémisation. Il ne s'agit pas de réduire les discours de mes interlocuteurs à leur seul caractère raciste. En revanche, ne pas en donner trace, ne l'évoquer qu'à la marge ou qu'à demi-mot reviendrait à déformer la teneur réelle des conversations nouées au cours de l'enquête. Ce serait aussi, d'un point de vue plus analytique, sous-estimer la place prépondérante du racisme dans la construction des préférences électorales pour l'extrême droite. Cette importance des ressorts racistes du vote d'extrême droite est attestée par la plupart des enquêtes statistiques portant sur cette question, dans le contexte français comme dans les autres démocraties libérales. En France, le vote RN est systématiquement corrélé aux niveaux les plus hauts de ce que la science électorale nomme des échelles d'ethnocentrisme, échelles d'attitude enregistrant l'intensité et l'étendue des préjugés et des affects négatifs à l'égard des minorités ethno-raciales. Mais alors que les études post-électorales soulignent travaux après travaux la teneur xénophobe du vote lepéniste, sa prise en compte ne va pourtant pas toujours forcément de soi au cœur d'une partie de la recherche sur le vote RN. Au sein des sciences sociales françaises en particulier, cette question est régulièrement contournée, évacuée, au profit d'autres causalités sociales jugées plus importantes. La désindustrialisation, la mondialisation néolibérale, l'anomie urbaine, le déclin des sociabilités, l'abandon de l'État, etc. Si ces facteurs sont bien sûr à prendre en compte dans l'analyse, ils sont parfois présentés comme exclusifs de la prégnance du racisme, jusqu'à l'éclipser. Ne travaillons pas à transformer les votes pour le Front National en votes racistes, enjoignait le sociologue Claude Grignon à ses collègues dès les années 90. Reconduite depuis,
Cette forme de précaution épistémologique révèle tout d'abord la difficulté à considérer le racisme comme une causalité sociale et politique à part entière. Elle manifeste aussi, et peut-être plus fondamentalement, un souci normatif et politique de ne pas contribuer encore davantage à la stigmatisation des groupes populaires, auxquels l'ERN est désormais largement associé. Pour beaucoup de chercheurs, insister sur le racisme qui travaille ces groupes dominés socialement et symboliquement, ce serait en effet ajouter une pièce supplémentaire à la disqualification dont ils font déjà l'objet dans l'espace public et médiatique dominant. Autant donc regarder et faire regarder ailleurs. Ces préventions ne doivent pas être prises à la légère. Dans un contexte où être raciste est assimilé dans le sens commun à des caractéristiques négatives socialement marquées, l'ignorance, l'archaïsme, le manque d'éducation, la fermeture d'esprit, il serait naïf de ne pas voir que, derrière l'évocation du racisme, sommeille, ne serait-ce qu'en puissance, un mépris de classe. Ce mépris vis-à-vis des électeurs du RN est une réalité que j'ai pu constater au cours de ma propre enquête. Si les électeurs du Sud-Est n'appartiennent pas aux catégories sociales les plus précarisées, ils restent dans des situations fragiles et, peut-être surtout, se caractérisent par leur trajectoire scolaire relativement courte et un faible niveau de diplôme. Cette faible dotation en capital culturel, pour utiliser un vocabulaire bourdieusien, est un trait commun et stable dans le temps à tout l'électorat lepéniste. Elle se traduit par des manières de voir, de faire, de s'exprimer, éloignées de celles qui se pratiquent dans les sphères de la culture légitime. Durant ma recherche, lorsque j'étais amené à évoquer le sujet et le lieu de mon enquête à certains collègues universitaires, journalistes ou militants de gauche, leur dédain culturel à l'égard de ces électeurs s'est régulièrement fait sentir, de la condescendance moqueuse à des formes plus frontales de dégoût social. Qu'on les surnomme beaufs ou poujadistes, la distance de classe, qui s'exprime notamment par la déconsidération intellectuelle, reste donc bien marquée, y compris sur mon terrain. Les personnes occupant des professions intellectuelles ou artistiques avec lesquelles j'ai été amené à discuter n'étaient pas avares en commentaires négatifs sur les gens d'ici, qui votent Marine, considérés comme bas du front, et dont on déplorait le manque de curiosité culturelle et la fermeture d'esprit. Face à une telle configuration, le risque est grand, en effet, de véhiculer l'idée selon laquelle le racisme ne serait circonscrit qu'à ces électorats dits populistes, de n'en faire que l'attribut d'un mauvais peuple, exonérant de ce fait les autres groupes sociaux de toute participation à la reproduction des inégalités ethno-raciales. Comment échapper à cet écueil ? Une des solutions réside, me semble-t-il, dans le rappel du caractère multiforme et transversal du racisme. Le racisme, en effet, ne se résume pas à une seule forme fixe, monolithique et facilement identifiable. En tant que fait social opérant à divers étages de la société, il n'est pas l'apanage d'un groupe social particulier et peut dès lors se manifester sous différentes modalités, variables selon les profils sociaux et les positions de pouvoir occupées par les individus qui s'en font les relais. Des formes de racisme moins visibles et plus silencieuses, mais tout aussi, voire plus efficaces, sont également à l'œuvre au sein de groupes plus dotés et, par là, culturellement, mieux armés pour échapper à l'accusation de racisme. Le racisme, tel qu'il est exprimé par les électeurs du RN, sans doute plus facile à enregistrer dans les enquêtes d'opinion, peut dès lors être compris comme une forme, parmi d'autres, de participation au fait social raciste, mais non la seule. C'est au fond ici une certaine conception du racisme qui est en jeu. Dans le contexte états-unien des années 60, l'ouvrage fondateur écrit par Stokely Carmichael et Charles Hamilton distinguait un racisme de type individuel explicite d'un second type, institutionnel, plus subtil, qui prend son origine dans l'opération de forces établies et respectées dans la société et fait ainsi l'objet d'une condamnation publique bien moindre que le premier type. Suivant une intuition similaire, un nombre considérable d'études, y compris en France, ont cherché à ne pas limiter le racisme aux attitudes individuelles et explicites, pour interroger sa dimension latente, structurelle et systémique. Dès lors,
Si les sciences naturelles ont prouvé que les races biologiques n'existent pas, les sciences humaines et sociales ont quant à elles montré qu'il y a toujours de la race dans notre monde social. De la race au singulier, comme construction socio-historique aux conséquences bien concrètes, catégorie inventée mais empiriquement effective. Nos sociétés, qui aiment parfois se représenter comme post-raciales, restent structurées par des rapports sociaux de race qui déterminent au quotidien les situations et chances de vie des individus. Des processus de radicalisation y sont toujours à l'œuvre, garantissant, y compris de façon non intentionnelle, la persistance des inégalités ethno-raciales dans des domaines aussi tragiquement divers que l'accès à l'emploi ou au logement, le traitement sanitaire et éducatif, les relations à la police et autres. Les préjugés racistes, observés au niveau individuel, doivent donc être replacés dans une formation raciale plus large et ne trouvent leur signification et leur effectivité qu'au sein de hiérarchies raciales construites historiquement et socialement. La recherche présentée ici s'adosse donc à une conception sociologique du racisme, laquelle s'oppose à une lecture individualiste ou essentialiste du phénomène racial. Le racisme n'est ni une donnée naturelle, ni un tempérament particulier, ni une tare psychologique spécifique à certains individus. À proprement parler, personne n'est raciste, au sens d'une naissance individuelle immuable, mais l'expression et l'exercice d'une relation de pouvoir instaurée entre groupes sociaux racialisés. Dans ce cadre analytique, le racisme est replacé au centre de la société, comme rouage crucial de son fonctionnement, et non plus cantonné à ses marges, à ses extrêmes, ni réservé à certains groupes renvoyés à leur archaïsme ou à leur ignorance. Comme l'affirmait Frantz Fanon, une société est raciste ou ne l'est pas, en pointant ainsi les logiques et les responsabilités nécessairement collectives à l'œuvre dans la perpétuation du racisme. De ce point de vue, si l'extrême droite participe assurément, selon les modalités qui sont les siennes, à la persistance des inégalités ethno-raciales et du système idéologique qui les justifie, elle n'en détient en aucun cas le monopole. Cette perspective a des implications importantes dans l'étude du vote RN. Premièrement, elle amène à déplacer le questionnement en cessant de se demander si les électeurs étudiés sont ou non racistes, s'ils le sont plus ou moins, et à quel degré, pour plutôt s'interroger sur les formes spécifiques par lesquelles ils contribuent, à leur mesure et selon leurs moyens, à la perpétuation des processus de racialisation contemporains. C'est à cette condition qu'il devient possible d'analyser ensuite comment ces formes spécifiques de racisme s'articulent avec d'autres expériences sociales significatives, variables selon le milieu social, la position de genre, la localisation géographique, etc. Comment elles se mettent à fonctionner ensemble et sont, à terme, politisées en faveur de l'extrême droite. Ce sont ces articulations et leur politisation ordinaire par les électeurs du RN que j'ai tenté de mettre au jour dans cette recherche. Deuxièmement, il s'agit de ne plus considérer les électeurs d'extrême droite comme des individus et des groupes en quelque sorte à part de la société, produisant sui generis leur propre aspiration sociale et politique. Les bonnes raisons de voter pour le RN n'existent qu'au sein des situations produites collectivement qui rendent ces raisons bonnes. Dans ce livre, j'ai ainsi cherché à toujours ramener les récits récoltés, les situations vécues et leurs interprétations, y compris racistes, à des contextes, à des processus collectifs et à des contraintes structurelles dépassant les seules subjectivités individuelles. Les visions du monde racialisé des électeurs RN doivent être étudiées dans leur contenu singulier, mais également replacées dans leur environnement social, c'est-à-dire le contexte matériel et culturel qui vient fortifier les préjugés individuels, de la même manière qu'il est formé par eux. Les conditions sociales du vote RN. Cet ouvrage entend donc comprendre le vote RN à l'aune de dynamiques collectives et non comme le fruit de biographies dont on soulignerait la singularité. Le propos dépasse ici le seul enjeu du racisme, car la sociologie, celle en tout cas que j'entends pratiquer, ne s'intéresse pas, à proprement parler,
aux individus. Le raisonnement sociologique porte sur des relations sociales, des rapports de pouvoir, de normes communes, des configurations livrées par l'histoire, et les individus ne sont que les points d'accès, parmi d'autres, à ces faits sociaux, dont les faits politiques ne sont qu'une espèce particulière. Les différentes personnes qu'on pourra croiser et recroiser dans ce livre sont ainsi avant tout appréhendées pour ce qu'elles expriment, des processus collectifs favorisant l'essor et la normalisation de l'extrême droite française. Ce sont ces processus, et non les individus, qui en sont traversés, qui constituent l'objet réel de cette analyse. Dire cela, ce n'est pas nier les spécificités individuelles des personnes interrogées, mais au contraire, en prendre acte. L'enquête de terrain, si approfondie et sérieuse soit-elle, ne permet que de rencontrer ponctuellement des personnes aux existences composites et changeantes, dont on ne saurait prétendre avoir fait le tour. Par définition, une vie n'y suffirait pas. De la même façon que, comme l'écrivait Arlette Farge, l'archive ne dépeint pas les hommes en entier, l'entretien, même long, même répété, ne peut prétendre cerner l'entièreté d'une existence. Ce constat vaut également pour l'analyse du vote. Il faut bien garder à l'esprit qu'une préférence électorale exprimée à un moment donné, dans un contexte spécifique, ne résume évidemment pas ce qu'est tel ou tel individu. La chose est d'autant plus vraie que, comme on l'a évoqué plus haut, l'acte de vote n'a le plus souvent qu'une importance minime pour les acteurs sociaux ordinaires. Ainsi, cet ouvrage signale-t-il des tendances et non des essences. Si les électeurs RN interrogés durant ma recherche penchent vers l'extrême droite, s'ils peuvent ou ont pu voter pour ce camp politique plus ou moins régulièrement, cette orientation n'est ni inéluctable ni irréversible. Sans dénier la puissance du social intériorisé, qui explique la durabilité de certaines attitudes politiques et donc la répétition de certains votes, il faut rappeler que ce sont justement les conditions sociales du vote d'extrême droite qui sont ici étudiées et non les personnalités des électeurs. C'est aussi pour cette raison que j'ai anonymisé les noms des personnes rencontrées et des lieux où mon enquête s'est déroulée. Outre un engagement pris auprès des sujets de cette enquête, le recours au pseudonyme est un geste théorique. En effaçant ou en changeant les noms propres, le chercheur entend rompre avec le caractère idiosyncratique de son enquête et fait l'hypothèse, épaulée en cela par d'autres études existantes, que les tendances qu'il décrit sur son terrain ont leurs équivalents dans d'autres groupes et en d'autres lieux comparables. D'un point de vue plus normatif, l'anonymisation a aussi pour avantage d'orienter le regard, et donc y compris le regard critique, vers des processus généraux et collectifs, sans donner l'impression de pointer du doigt un territoire précis ou certaines conduites individuelles. Sans chercher à dresser un portrait robot de ce que serait l'électeur RN, j'ai voulu dans ce livre esquisser certaines logiques communes qui nourrissent la préférence électorale lepéniste. Les chapitres qui suivent donnent chacun à voir un aspect particulier de la situation de ces électeurs du sud-est de la France, un rapport au monde spécifique les disposant au vote RN. Aucune de ces dimensions ne suffit, à elle seule, à expliquer leur orientation électorale. C'est l'association des différents ingrédients sociaux et politiques présentés dans cet ouvrage qui concourt, à terme, à les faire pencher vers l'extrême droite. Le premier chapitre examine comment les électeurs interrogés, même s'ils restent préservés de la pauvreté et du chômage, vivent leur situation économique et sociale comme incertaine et fragile. Il en résulte une profonde insatisfaction vis-à-vis du système de répartition des ressources collectives, que celui-ci passe par les transferts fiscaux, l'octroi d'aides sociales ou l'accès à certains services publics. Ce sentiment d'incertitude et de fragilité se déploie aussi sur la scène résidentielle. Le deuxième chapitre porte sur le rapport que ces électeurs entretiennent à leur lieu de vie et à ses évolutions. C'est par ce prisme territorial que les fortes inégalités caractérisant la région Sud-PACA sont éprouvées de la manière la plus saillante. De la même façon que le racisme structurait et nourrissait les concurrences dans l'accès aux ressources publiques, il oriente et attise ici les conflits d'usage du territoire. Le troisième chapitre s'attarde sur la place centrale occupée par l'islamophobie dans ses perceptions des minorités ethno-raciales. Chez les électeurs interrogés,
Les manifestations d'appartenance à l'islam sont interprétées comme les marques d'une altérité négative, voire comme des impositions défiant certains styles de vie dominants, qu'il s'agit dès lors de défendre. En continuité, le quatrième chapitre appréhende le vote RN comme une modalité de positionnement au sein de l'espace social racialisé. Une manière de signifier sa sur-appartenance au groupe majoritaire et ainsi de se maintenir ou de se rehausser symboliquement au sein des hiérarchies raciales perçues localement. Le cinquième chapitre aborde plus spécifiquement la question des relations entretenues par ces électeurs au champ politique, en expliquant comment leurs affinités et aversions sociales vis-à-vis d'autres groupes situés dans le haut de l'espace social, et en particulier les élites culturelles, informent leur perception des représentations politiques de droite ou de gauche. Les jugements ordinaires, le plus souvent négatifs sur les politiques, dessinent dès lors un espace des options électorales de plus en plus étroit. C'est aussi sur fond de cette restriction des possibles politiques que le parti de Marine Le Pen apparaît de façon croissante dans les espaces locaux et sociaux considérés comme une alternative politique pleinement légitime.